500 millions de partages en 24 heures. Tels sont les chiffres du lancement de la campagne Spotify Wrapped, un rituel annuel visant à résumer l'année musicale de chaque utilisateur de Spotify. C'est la cerise sur le gâteau qui vient clore une année très positive pour l'entreprise. Malgré les nombreuses polémiques allant de la place de l'IA aux investissements de Daniel Ek et les nombreux appels au boycott, Spotify continue de battre tous les records. La plateforme dépasse la barre des 700 millions d'utilisateurs mensuels actifs, est rentable pour la deuxième année consécutive après plus de 15 ans à perte et surtout, elle est encore et toujours la plateforme de streaming musical la plus utilisée dans le monde. Pourtant, Spotify est en train de quitter le monde de la musique. La plateforme est parfois vue comme le grand méchant de l'industrie musicale, mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, Spotify est prisonnier d'un système sur lequel il n'a en réalité aucun contrôle. Et pour s'en sortir, il prépare un plan qu'il met en place doucement depuis des années et qui, aujourd'hui, commence tout juste à prendre forme. Évidemment, tous ces choix ont un impact direct sur nous, qu'on soit utilisateur ou pas d'ailleurs, et si le plan que l'entreprise prépare aboutit, il fera disparaître la plateforme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais alors, quel est ce plan exactement? Quelle est la situation réelle de Spotify dans l'industrie musicale? Quelles sont les étapes pour s'en sortir? Et que veut devenir précisément la plateforme? C'est ce qu'on va voir maintenant. Bienvenue dans les coulisses de la plus grande plateforme de musique qui ne veut plus avoir affaire à l'industrie musicale. Mais avant ça, nous sommes bientôt en 2026. Perso, en 2021, j'ai pris l'habitude fin décembre de faire une sorte de bilan écrit de l'année écoulée et je vous en ai déjà parlé, mais l'une des meilleures décisions de 2025, ça a été de consulter un professionnel de santé mentale. Et c'est justement ce que vous permet de faire le sponsor de cette vidéo, BetterHelp, une plateforme de thérapie 100% en ligne. L'une des choses les plus difficiles, je trouve, quand on veut consulter un thérapeute, c'est de trouver le bon thérapeute. Déjà parce qu'on est tous limités géographiquement et ensuite parce que trouver le profil qui nous correspond, ça peut s'apparenter à chercher une aiguille dans une botte de foin. Et c'est possible qu'un de vos proches vous ait recommandé un thérapeute, mais est-ce que ce sera le bon thérapeute pour vous? Et bah c'est pas sûr. Mais BetterHelp résout ces problématiques. D'abord parce que les séances se font en ligne, au choix par téléphone, par visio ou même par message, mais surtout parce que le point fort de BetterHelp, c'est de vous mettre en contact avec le thérapeute qui vous correspond vraiment, pas juste le premier disponible. Pour ça, vous remplissez un questionnaire pour exprimer vos besoins, puis vous êtes mis en relation avec un des 350 thérapeutes inscrits à l'agence régionale de santé dispo sur la plateforme, qui sont des psychologues cliniciens et des psychothérapeutes. Malgré tout ça, ça peut mal se passer avec ce thérapeute. Mais justement, BetterHelp vous permet de changer de professionnel à tout moment, sans frais supplémentaires, et ce, jusqu'à ce que vous trouviez le professionnel qui vous convient. Le but, c'est vraiment que vous ayez le contrôle total. Vous pouvez faire des pauses quand vous voulez, vous pouvez même arrêter à tout moment puisqu'il n'y a pas d'engagement, et aussi écrire à votre thérapeute à tout moment entre les séances. Si jamais vous voulez commencer une thérapie avec un professionnel sélectionné en fonction de vos attentes, et si vous pensez que c'est le bon moment pour vous de le faire, vous pouvez tester BetterHelp, et avec le lien betterhelp.com/Lovie, vous aurez 10% de réduction sur le premier mois. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Spotify pourrait techniquement fermer demain. Si, je vous assure. Imaginez une seconde. Demain matin, le PDG d'Universal Music se lève de mauvaise humeur et décide de retirer tout le catalogue d'Universal de la plateforme. Du jour au lendemain, des millions de titres, allant de ceux de Mylène Farmer à ceux de Justin Bieber, disparaissent de Spotify. Tous les utilisateurs lancent la plateforme et découvrent leur bibliothèque musicale amputée de leurs titres et albums préférés. La vague de désabonnement est alors sans précédent. Qui dit drastiquement moins d'utilisateurs dit drastiquement moins d'annonceurs, et comme les abonnements et la publicité sont les deux sources de revenus principales de Spotify, il ne serait pas improbable que la boîte sombre. C'est un scénario catastrophe, je vous l'accorde. Mais ce petit synopsis imaginaire met en lumière un point crucial. Spotify est dépendant. Sa survie en tant qu'entreprise est dépendant du bon vouloir de seulement 3 acteurs, à savoir l'oligopole qui détient l'industrie musicale aujourd'hui, les majors Sony, Warner, Universal. En 2020, 78% des streams sur Spotify provenaient de titres appartenant à l'une de ces 3 maisons de disques. Et si mon scénario est imaginaire, les conséquences de cette dépendance, elles, sont bien réelles. Pour que Spotify puisse légalement diffuser le catalogue des majors, ils doivent négocier avec celle-ci. Et ils ne sont pas en position de force pour le faire.
Ce que ça signifie, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment dire non aux demandes des majors, mais aussi et surtout qu'ils doivent leur reverser énormément d'argent. En 2023, Spotify reverse 9 milliards de dollars sur 14 milliards de dollars de revenus. En 2024, c'est 10 milliards sur 16. C'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, l'entreprise a un coût fixe d'environ 60% qui est incompressible. Et tout ça, c'est en sachant pertinemment qu'elle n'a pas le contrôle. Si l'une des majors se retire pour X ou Y raison, la plateforme sera en très grande difficulté. Alors, au début, Spotify a joué le jeu. Il savait qu'il prenait une place unique sur un marché en grande souffrance à l'époque. Mais les années sont passées et Spotify a bien compris qu'il devrait tôt ou tard réduire sa dépendance aux majors pour monter un empire. Parce qu'on monte pas un empire en étant tenu en laisse par 3 boîtes qui font un peu ce qu'elles veulent de vous. Alors, ils ont commencé à élaborer des stratégies. Et si vous êtes utilisateur, vous l'avez peut-être remarqué. Ou pas. Cliquer sur cette playlist avant une session de travail ou sur celle-ci avant de s'endormir, c'est une habitude partagée par énormément de gens. Personne ne connaît ou ne s'intéresse aux artistes derrière ces morceaux, c'est juste de la musique de fond. Et ça, Spotify l'a remarqué et en aurait tiré un avantage économique. Ces morceaux pourraient être créés par des artistes payés directement par Spotify. L'idée est de payer une somme fixe à ces musiciens et qu'en échange, Spotify garde 100% des droits générés par ces morceaux qui représentent des millions et des millions de streams chaque mois. Spotify a toujours nié avoir recours à de telles pratiques, mais force est de constater que économiquement, ce serait rationnel. Déjà parce que la musique d'ambiance a aujourd'hui peu de valeur économiquement, parce que l'offre est très largement supérieure à la demande, mais surtout parce que ça résout une partie du problème de Spotify. La somme fixe est largement inférieure à celle qu'ils peuvent toucher grâce aux musiques d'ambiance. Et surtout, ils ont le contrôle. Ils peuvent mettre en avant ces musiques dans leurs playlists éditoriales qu'ils mettent en avant auprès des utilisateurs. Et pour les utilisateurs lambda, qui sont l'écrasante majorité des abonnés de Spotify, ça ne change pas grand-chose. Ironiquement, ces utilisateurs qui ne sont pas passionnés de musique plus que ça et qui en ont une utilisation très utilitaire sont les plus rentables pour Spotify. Pourquoi ? Parce que ces utilisateurs sont extrêmement prévisibles. Ils écoutent les mêmes playlists, parfois au même moment, et ne sont pas du tout avides de découvertes musicales. Ils écoutent ce que Spotify leur propose, mais sans plus. Pour l'entreprise, c'est parfait, car c'est simple de satisfaire ses consommateurs, et donc de les retenir sur la plateforme. Ok, tout ça c'est pour la partie musicale, mais ça reste de très petits ajustements face aux problèmes inhérents à l'existence même de Spotify, c'est-à-dire sa dépendance au major. Le constat c'est, la musique c'est bloqué, donc il faut trouver d'autres idées. Et Spotify a réussi à trouver d'autres idées. Vous connaissez la première pièce du puzzle. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, émission exceptionnelle. Tu connais le principe de small talk ? Ouais. C'est je reçois des gens connus et on parle de tout sauf de ce pourquoi les gens sont connus. Et qui est sur ce canapé ? Mika. Moi, je voulais dire un truc. Les podcasts arrivent en 2015 sur la plateforme, mais Spotify accélère ensuite avec une stratégie d'acquisition de boîtes de podcasts, comme Encore, mais aussi de licences individuelles. Ils acquièrent le podcast Call Her Daddy pour 60 millions de dollars, ce Joe Rogan Experience pour 200 millions, et on sait pas pour Lena Situation. Vous connaissez la France, les chiffres, tout ça. L'idée derrière ça, c'est simple, c'est que tout l'argent des écoutes générées reviendra exclusivement à Spotify, qui parfois inclut même une clause obligeant le créateur à ne poster le contenu que sur Spotify, ce qui était le cas avec Lena Situation. C'est la solution parfaite pour Spotify. Ça ne change pas les habitudes de consommation de leurs abonnés, puisque ça reste un format principalement audio. Ils ont le contrôle sur qui ils mettent en avant, sans pression extérieure des majors, et ils peuvent mettre en avant les podcasts qui leur appartiennent. Lena Situation, c'est l'influenceuse la plus connue de France. Évidemment qu'elle allait faire des chiffres énormes. Mais est-ce que la mise en avant de Spotify a aidé à faire de son podcast le podcast le plus écouté en France en 2024 ? Je pense qu'il n'est pas trop risqué de dire que oui. Très probablement. Et c'est gagnant-gagnant, tant pour Lena que pour Spotify. En tout cas, sur le lancement. Bref, l'étape numéro 1 a sûrement été de rationaliser au maximum les coûts de la musique. L'étape numéro 2 a été de s'éloigner du contenu purement musical, avec les podcasts et aussi les livres audio. Donc,
Spotify reprend un peu le contrôle. Mais la plateforme continue d'être une plateforme audio. Et ça leur convient pas. Mercredi 23 juillet 2025, dans une salle du tribunal de Cornwall, se trouve le docteur Neil Hopper. Cette créatrice s'appelle Liv. Elle fait du contenu true crime, très cool au passage. Elle a plus d'1 million d'abonnés, mais la vidéo que vous venez de voir n'est pas seulement sur YouTube, mais aussi sur Spotify. Si Spotify a introduit la vidéo avec les podcasts filmés et les petits clips de chansons, ils ont également récemment permis aux créateurs YouTube de poster leurs vidéos sur Spotify. En gros, ils sont venus voir les youtubeurs en leur disant « Hey, est-ce que tu veux une nouvelle source d'audience et une nouvelle source de revenus ?» Bon, pas exactement de cette manière-là, mais vous voyez l'idée. C'est la 3e étape du plan. Le concurrent de Spotify n'est plus Deezer. Leur nouveau concurrent, c'est YouTube. Et si ça vous paraît impossible que Spotify égale YouTube pour le moment, c'est pourtant bien l'objectif de Spotify à présent. Et au vu de leurs moyens, c'est possible qu'ils y arrivent dans les années à venir. La plateforme a une base immense d'utilisateurs et énormément de données sur ces derniers. Des données qui lui sont précieuses quand il s'agit de cibler précisément les segments d'audience intéressés par tel et tel contenu. Qui plus est, avec les podcasts, de nombreux utilisateurs sont déjà habitués à passer du temps sur Spotify et ne seront probablement pas réfractaires à la vidéo dont l'arrivée en tant que telle a été relativement progressive. Spotify développe les mêmes fonctionnalités que YouTube. Un espace commentaire pour les viewers, un programme partenaire qui permet de rémunérer les créateurs, le chapitrage sur les contenus, et il y a même déjà des comptes non officiels qui republient des vidéos à la place des créateurs. Pour le moment, nous sommes au tout début, donc il y a encore de nombreux problèmes. Mais Spotify fait partie des rares entreprises qui peut essayer d'attaquer YouTube en proposant une offre similaire à celle qu'est YouTube Premium, c'est-à-dire du contenu vidéo sans pub, plus de la musique sans pub, tout ça avec un seul abonnement. Il n'est pas improbable qu'on voit une scission entre les gros passionnés de musique qui iront chez Qobuz ou sur Tidal pour des raisons de qualité audio, pour des raisons d'éthique envers les musiciens ou ne serait-ce que pour des questions d'interface pour avoir de la musique et exclusivement de la musique, et l'immense majorité des gens qui choisiront YouTube, Spotify, Apple ou Amazon parce que ces boîtes leur offrent avec la musique d'autres avantages qui rentabilisent leur abonnement. Les premières entreprises seront des boîtes respectables mais limitées structurellement dans leur croissance, les autres seront des mastodontes. Tout comme Amazon a pénétré le marché avec les livres, Spotify l'a pénétré avec la musique et s'apprête à viser beaucoup plus haut. Et au niveau de l'industrie musicale, on revient exactement au même point auquel on était entre Napster et Spotify quand Apple s'est emparé du sujet en 2001 avec iTunes. La musique redevient un simple produit d'appel. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont des choses en place maintenant. Même si ce ne sont que les fondations, on commence clairement à voir où Spotify veut en venir. Maintenant, certains peut-être me connaissent, mais moi j'ai envie de faire quelques prédictions beaucoup plus risquées et un peu plus lointaines. Déjà, et c'est important de le rappeler, mais je pense que tout ce dont on vient de parler là, c'est un gros risque, qui est nécessaire au vu de la taille et des ambitions de Spotify, mais ça reste un pari. Techniquement, ils n'ont pas vraiment le choix d'en faire un. D'ailleurs, il y a une étude prédictive qui a été menée indépendamment et qui montre que si Spotify reste comme il est actuellement, sa croissance stagnera en 2030, puis déclinera après. Donc, il faut faire un choix. Mais il faut être réaliste. Il y a un monde dans lequel ça ne marche pas, pour plein de raisons. Les coûts d'infrastructure peuvent être trop élevés. Spotify n'a pas la taille ni les ressources d'un Google ou d'un Amazon. Ils ont un retard technique énorme par rapport à YouTube, dont l'avantage concurrentiel n'est plus approuvé. Ce n'est pas un hasard si aucune plateforme n'a jamais réussi à concurrencer ne serait-ce qu'un petit peu YouTube. Et dans ce monde-là, ils peuvent se faire racheter, par exemple par Amazon pour booster Alexa, l'assistant vocal. Et justement, il existe aussi un univers dans lequel le projet vidéo de Spotify échoue à l'échelle à laquelle ils veulent l'amener, mais où, au lieu de vendre, ils se recentrent complètement sur l'audio, notamment en développant leur propre assistant vocal ultra personnalisé, non plus comme DJ, comme ils le proposent déjà, mais comme quelque chose qui s'apparenterait à Alexa, mais en mieux, augmenté par IA, etc. C'est un pari qui leur ferait gagner moins d'argent, mais qui est aussi moins risqué. De toute façon,
les deux sont corrélés. Perso, j'ai envie de croire à leur projet initial, mais je peux pas m'empêcher d'avoir des doutes par rapport au retard qu'ils ont sur YouTube, sur absolument tous les plans. Ce qui est sûr, c'est que l'avenir pour eux va être fascinant, car c'est une boîte qui est en pleine mutation et qui, à mon sens, a la capacité de devenir l'une des plus grosses boîtes de demain. Ils ont aussi la capacité de tout perdre. Mais est-ce que ce serait pas un peu ça, le jeu entrepreneurial finalement? In a world that's changing so quickly, the biggest risk you can take is not taking any risk. Whenever you get yourself into a position where you have to make some big shift in direction or do something, people are going to point to the downside risks of that decision. If you are stagnant and you don't make those changes, then I think you're guaranteed to fail.